Bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous sur Média TV. C'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous êtes bien installés en ce samedi soir avec nous. Donc on va parler de santé et d'argent. Pourquoi ? Parce que les deux, quand ça va bien, eh bien, tant mieux. Quand ça va mal, eh bien, malheureusement, c'est pas cool, comme on dit. On va parler de Covid long pour commencer. Le Covid long, qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui, donc pratiquement 2 ans après le début de cette pandémie? Où en est-on avec le Covid et le Covid long, surtout avec vous, professeur Ahmed Bennis, cardiologue. Comment ça va, professeur ? Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Alors, le Covid long, on a beaucoup entendu parler de cette forme-là du Covid, donc dans d'autres pays. Aujourd'hui, au Maroc, est-ce qu'on a assez de recul pour savoir comment ça se manifeste ? Est-ce que les gens, en fait, récupèrent facilement ou font pas mal de Covid ? Et qu'est-ce que ça veut dire d'abord un Covid long ? Alors, beaucoup de scientifiques se sont dit, est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Et en fait, le Covid long existe. Et on peut séparer ces périodes de Covid en 3 périodes. La période aiguë, où on est malade, Okay. on est en contact du virus, ça dure à peu près 4 semaines. Une période subaiguë, de 4 semaines à 3 mois, on va dire. Et au-delà de 3 mois, lorsqu'on a des symptômes, c'est ce qu'on appelle le Covid long. Okay. Et le Covid long est la conséquence des mécanismes d'introduction du virus dans notre organisme, notre réaction par rapport à l'organisme. C'est-à-dire que quand le virus entre dans notre organisme, on a un certain nombre de mécanismes inflammatoires, on a un certain nombre de mécanismes qui vont toucher les vaisseaux, en particulier la paroi des vaisseaux, hein, et ça va créer aussi plus de caillots dans nos vaisseaux. Et ces mécanismes, ils peuvent se voir au bout de plus de 3 mois, et ça ne touche pas uniquement un organe, mais ça touche plusieurs organes. C'est pour ça qu'on dit que c'est une maladie multisystémique. Ça peut toucher le système nerveux central, ça peut toucher nos muscles, ça peut toucher la respiration, ça peut toucher le cœur, ça peut toucher les reins, donc ça peut toucher plusieurs organes. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes qui ont fait le Covid, qui n'ont plus de fièvre, qui n'ont plus de virus, mais qui se plaignent d'un certain nombre de symptômes. Ils disent, je ne comprends pas. Avant, j'avais une vie normale, mais aujourd'hui, je n'arrive plus à porter mon fils et à jouer avec lui. J'arrive plus à marcher, j'arrive plus à faire mon jogging. Je suis complètement essoufflé, j'ai un cœur rapide, j'ai des problèmes de tension, j'ai des problèmes d'odorat, j'ai des problèmes de goût, j'ai des problèmes de faiblesse musculaire. Et donc, tout cela, on a tendance à l'appeler Covid long. Alors, les personnes qui font un Covid long, est-ce que ce sont des personnes qui vont traîner depuis l'apparition de l'infection, qui vont traîner des symptômes, ou bien est-ce qu'il va y avoir une forme de rémission, donc après la primo-infection, une période qui va se passer plus ou moins normalement, et une forme de rechute. Comment ça se passe exactement ? Alors, le problème, c'est que parfois, ça peut survenir après un Covid sévère, c'est-à-dire des personnes qui ont séjourné en réanimation, Oui. parfois même chez des personnes qui ont une forme modérée. D'accord. Donc, ça peut persister. Et ça peut persister pendant une période assez longue. Et on a de tous les tableaux cliniques. On a des personnes qui ont une rémission, puis par la suite qui ont présenté des symptômes, et puis par la suite, il y a des personnes qui n'ont jamais été guéries, qui ont été toujours malades, et en fait, qui n'ont jamais pu récupérer comme la santé d'avant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une nouvelle maladie qui s'appelle le Covid long. Et c'est une maladie qui pose des problèmes de diagnostic, des problèmes de prise en charge, parce que les gens se plaignent. Ce n'est pas uniquement une vue de l'esprit, ou ce ne sont pas des gens qui sont dans une dépression, mais aujourd'hui, on a des personnes qui n'arrivent plus à retrouver une qualité de vie normale parce qu'ils ont fait ce problème du Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, la communauté scientifique a été capable de limiter ce syndrome du Covid long ? Parce que j'imagine que c'est une association de symptômes, donc ça en fait un syndrome. Ouais. Est-ce que ces symptômes sont déterminés, ou bien il vous arrive encore, en tant que spécialiste, de découvrir des symptômes qui viennent se rajouter à ce qui pourrait être appelé le Covid long ? Le Covid long, aujourd'hui, on apprend toujours. On a un certain nombre de choses qu'on connaît et on a d'autres qu'on ne connaît pas. Par exemple, il y a 3 jours, il y a une publication extrêmement intéressante dans Nature Medical qui montre que les personnes qui ont fait un Covid, que ce soit léger ou sévère, dans l'année ou les 2 ans qui suivent, ont plus de risques cardiovasculaires. Ah oui. Ils font plus d'infarctus et plus d'accidents vasculaires cérébraux et de problèmes coronariens.
Donc, on a eu des constatations. Et donc, quand vous prenez les États-Unis, par exemple, où il y a 70 millions de personnes qui ont été touchées par le Covid, donc ça fait du nombre. Et par conséquent, ceux qui ont écrit cet article disent que ça devrait devenir un problème de santé par la suite. Et les médecins doivent être de plus en plus aguerris et informés de savoir. Et si quelqu'un a un COVID, ça veut dire qu'il y a plus de risques. Mais aujourd'hui, on sait quels sont les symptômes qui attirent notre attention. Par exemple, au niveau, il y a les céphalées qui peuvent persister. On sait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui dépriment, qui ont de la dépression, qui ont des problèmes de concentration, qui ont des problèmes de changement, de troubles de l'humeur. Ah oui. Ouais, absolument. On ne parle pas de justement. Voilà. Ouais, on le sait. Du point de vue cardiologique, on sait que, par exemple, des personnes gardent les tachycardies, le cœur qui bat très vite, les personnes qui gardent des problèmes de tension artérielle. On a des personnes qui ont des problèmes de tachycardie posturale. Quand ils changent d'une position à une autre, on a un cœur qui bat à la chamade. On a au niveau respiratoire des personnes qui restent complètement essoufflées parce qu'ils ont des problèmes de difficulté de capacité d'utilisation d'oxygène. On a des personnes malheureusement qui vont développer une fibrose pulmonaire. Du point de vue musculaire, on a des personnes qui vont avoir des troubles musculaires, mais qu'est-ce des qu'il faut myalgies. dans ce cas-là, professeur, quand on a fait un Covid, il faut rester... il faut faire attention à sa santé, il faut, comme on dit, est-ce qu'il faut être vraiment à l'affût de n'importe quel message que le corps nous envoie? Est-ce qu'on ne risque pas de devenir hypocondriaque non plus? Il faut écouter sa santé, surtout le changement par rapport à sa santé avant. On a des repères dans notre santé, et si ces repères changent, si on sent que la santé est en train de décliner, que notre capacité physique est en train de diminuer, notre capacité à faire un exercice physique a diminué, notre capacité respiratoire est en train de diminuer, notre saturation est en train de diminuer, notre capacité intellectuelle, capacité de réfléchir, cognitive est en train de diminuer, notre capacité musculaire. Tous ces éléments sont extrêmement importants à surveiller. Si on sent que c'est en train de diminuer après un Covid, on doit faire extrêmement attention. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on insiste sur des prises en charge multiparamétriques, plus multidisciplinaires, on va dire. S'il y a des signes neurologiques, on va voir le neurologue. S'il y a des signes cardiaques, on va voir les cardiologues. Et la prise en charge précoce pourrait améliorer la situation. De même, le fait d'aller vers une kinésithérapie, une rééducation rapide. Et cette rééducation dans le temps permettra progressivement aux gens de récupérer. Par exemple, si quelqu'un faisait par exemple de la course à pied ou était sportif, il a eu le Covid, il n'arrive plus à retrouver. C'est comme s'il a eu une blessure musculaire et donc il faudrait que cette blessure puisse guérir. Et donc il faudrait aller progressivement, garder espoir, aller dans la progressivité et puis progressivement, les personnes, il y a de l'espoir qu'ils puissent reprendre une forme bien avant. Alors justement, lorsqu'une personne se plaint, et qu'on pose le diagnostic Covid long, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui le risque d'une galvaudisation de ce diagnostic, comme pendant longtemps on disait c'est le stress, on met tout sur le compte du stress, là on met tout sur le compte du Covid? Il y a un fourre-tout. Il y a un fourre-tout où on dit c'est du Covid lent. Non, à ce moment-là, on va checker, on va voir par exemple si une personne se plaint par exemple de tachycardie, de palpitations, d'essoufflement, d'anomalies tensionnelles. Tout ça, on va le checker. On va faire un examen complet, un électrocardiogramme, une échographie du cœur. On va faire des examens biologiques pour voir est-ce que l'inflammation persiste, quels sont les marqueurs inflammatoires qu'il y a, est-ce qu'il y a des marqueurs d'atteinte cardiaque. Et on va essayer d'avoir un diagnostic objectif et organique. Et s'il n'y a rien à ce moment-là, on va se dire peut-être c'est une inflammation qui va persister pendant un certain moment. Il faut que cette inflammation puisse aller avec le temps, disparaître avec le temps. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas, que nous ne maîtrisons pas encore, parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous savez que le Covid, c'est comme un tremblement de terre. C'est un moment où le tremblement est tombé et les conséquences qui vont survenir par la suite, pendant des semaines, des mois, on va compter malheureusement les morts et les blessés. C'est malheureusement ça. Ouais. C'est pour ça que nous sommes pour la vaccination, nous sommes pour vacciner les gens, parce que nous portons en nous un dialogue scientifique qui est basé, vous savez, aujourd'hui, quand une personne est vaccinée, on diminue son risque de diminuer les formes graves du Covid de presque 80-90%.
et on a vu des gens, malheureusement, qui n'ont pas été vaccinés, qui ont eu des séquelles graves et qui y vont, qui sont hospitalisés, qui souffrent, qui sont dépendants d'oxygène et qui vont souffrir le temps qu'il leur reste à vivre. Et donc, aujourd'hui, c'est un autre plaidoyer. J'ai vu tout à l'heure, avant d'entrer dans l'émission, il y a uniquement 5 millions de personnes au Maroc qui ont eu la 3e dose. J'appelle tous les Marocains responsables à aller se faire vacciner. Et encore une chose importante, Facebook n'a jamais été médecin. Twitter, les réseaux sociaux, mon cousin m'a dit, j'ai vu quelqu'un, ce n'est pas de la science. La science, ce sont les recommandations scientifiques. La science, ce sont les publications scientifiques qui sont basées sur des preuves solides et qui ont permis à la science d'avancer et de permettre que prochainement, cette pandémie va être derrière nous. Alors, pour finir, professeur, justement, la 3e dose pour une personne qui a fait un Covid, combien de temps après l'infection? J'ai discuté hier avec un expert. Je pense que quand on a fait un Covid, il faut attendre 3 mois, à mon avis. 3 mois, parce que le fait d'avoir fait un Covid est en elle-même une immunisation. Et on estime qu'au bout de 3 mois, à ce moment-là, il faudrait absolument vacciner. Et je suis là pour rassurer les gens par rapport à la 3e dose, et en particulier par rapport au vaccin Pfizer, qui est un vaccin sur le plan scientifique, offre le plus de sécurité. Et moi, médecin, croyant en la science... Les gens ne font pas trop confiance à ce vaccin? Les gens ont... Vous savez, on a beaucoup joué sur la peur des gens. Et c'est le principal message de la peur des gens. On essaie tous les jours de les rassurer sur la sécurité qu'offre le vaccin. Moi-même, médecin, je crois à la science. J'ai eu le vaccin AstraZeneca 1, 2, et j'ai eu en octobre ma 3e dose, c'est-à-dire Pfizer. Okay. Donc je crois à la science et je rassure, il faudrait que j'amène les gens qui sont réticents, les gens qui ont peur, je les amène à l'hôpital ou la clinique où nous travaillons pour voir malheureusement ces gens qui n'ont pas été vaccinés, dans quel état ils se trouvent, avec malheureusement des complications respiratoires sévères, des atteintes respiratoires qui peuvent aller de 50 à 70%, des complications inflammatoires, des thromboses, des embolies pulmonaires, et un certain nombre qui sont décédés. Vous savez qu'il y a quelque chose de personnel qui me touche énormément. Avant le vaccin, on a malheureusement perdu 80 médecins du Covid, parce qu'il n'y avait pas le vaccin à ce moment-là. Et s'il y avait le vaccin à ce moment-là, ces gens seraient parmi nous. Il y a des amis parmi nous, et je pense à eux avec beaucoup d'émotion. Donc, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, vaccinez-vous. Merci beaucoup, professeur Ahmed Bennis. Merci infiniment d'avoir fait le déplacement, d'être là, justement, mobilisé pour un maximum de sensibilisation. L'argent aussi, c'est bien, n'est-ce pas? L'argent fait le bonheur. L'argent seul ne fait pas le bonheur, comme on dit. La santé et l'argent ensemble, ça c'est bien, alhamdoulilah. Les formules de financement de projet, quand on a un projet, comme on fait, j'imagine que vous, en tant que médecin aussi, vous avez à gérer des structures médicales, c'est aussi des entreprises, c'est aussi... Et c'est important d'avoir ce genre d'informations. C'est une science, la gestion. Ah oui, complètement. Justement, on a un spécialiste avec nous. 2 choses, l'argent et la santé, les deux en même temps. Ah ouais, ça c'est magnifique quand Absolument. On a les deux ensemble. Merci beaucoup, professeur. On reste ensemble pour la 2e partie. À tout de suite. Et je suis avec vous, Nawal Bekri. Merci infiniment d'être là. Les formules de financement de projet. Vous allez nous donner toutes les clés. Comment ça va, Lalla Nawal? Ça va, merci Tout va bien beaucoup et merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous voir. Exactement ici. Alors, les formules de financement, quand on parle de formules de financement, forcément on pense au prêt bancaire. Tout à fait, tout à fait. C'est le réflexe. Le crédit. Soit on pense, soit on dit « je ne peux pas parce que je n'ai pas de crédit ouais. ». Et donc aujourd'hui, je dirais que cette théorie, elle ne marche plus parce qu'aujourd'hui, nous avons une panoplie de formules de financement. Nous avons un écosystème d'institutions financières et de formules aujourd'hui qui offre cette possibilité de pouvoir financer son projet, à part le crédit bancaire classique qu'on connaît. Il est toujours là. Il est toujours là. Il a sa place. Ouais. On a bien sûr vu la dernière initiative royale autour du programme Telaka. Il y a le programme Foras et d'autres programmes. Mais ceci dit, il y a d'autres formules qu'on peut utiliser pour pouvoir financer son projet au démarrage surtout. Alors ces formules, est-ce qu'elles ont toujours existé ou bien c'est des nouvelles formules finalement C'est un mix. C'est un mix. C'est un mix.
Donc, si vous voulez Oui, que... allez-y, allons-y, démarrons notre projet. Très bien. Alors, pour démarrer son projet, effectivement, il est recommandé au démarrage de procéder à un autofinancement du projet. Oui. Ça rejoint un peu d'éducation financière aussi, de mettre de l'argent de côté, d'épargner. Et si nous, on n'a pas d'épargne, on peut toujours se retourner vers la famille, vers les gens les plus proches. C'est ce qu'on appelle le love money. Ça veut dire que les gens qui nous aiment, qui nous soutiennent, et on le dit toujours, pour pouvoir démarrer un projet, il faudrait avoir sa petite clique autour, son petit compte de base sur lequel on peut s'appuyer donc pour avoir Mais ça, de l'argent. c'est compliqué quand même, parce que emprunter à la famille, enfin, je ne sais pas, je me trompe peut-être, mais je me dis c'est peut-être compliqué parce que ces gens mettent aussi leur argent, investissent cet argent en vous, ne savent pas forcément si... c'est comme du crowdfunding, en quelque sorte. On y viendra, il est dans la liste. Mais c'est mettre de l'argent sur un projet et finalement... Tu ne sais pas où tu mets ton argent. Ben, je vais te dire, Yasmine, c'est un bon test pour savoir est-ce que les gens croient en nous ou pas. S'ils nous aiment ou pas. Exactement, exactement. Je connais beaucoup de gens qui ont commencé comme ça, de l'argent de côté, mari, famille, belle famille des fois. Ça dépend des liens familiaux au fait qui unissent ces personnes-là, donc ça serait très bien. Et puis on a aussi une technique, une formule qui s'appelle le bootstrapping. C'est quoi le bootstrapping? C'est je peux faire des choses sans pour autant avoir de l'argent en monnaie. C'est une culture. Une culture comme ça peut être des vides-greniers, ça peut être un échange de bons procédés, ça peut être moi j'ai besoin, je fais pâtisserie, j'ai besoin d'une cuisine bien équipée, et ben je vais aller vers un restaurant qui ferme par exemple le lundi, ben je vais lui demander de me la laisser contre une petite rétribution pour que je puisse démarrer. Donc l'idée c'est, on appelle ça le plan B. C'est pas mal comme idée. Oui, on appelle ça... C'est du plan B. Ouais. Et on est connu, le Marocain, pour toujours trouver des plans B. Je peux toujours démarrer avec un petit local gratuit. Je peux demander une machine d'une entreprise qui ferme, je ne sais pas, les 3 mois de vacances, le Kbir. On peut toujours trouver. Et l'entreprise va vouloir prêter? Aujourd'hui, ça fonctionne? Ça fonctionne, mais ça tient aussi à la personne, au porteur de projet, à sa capacité d'être convaincant, à ses soft skills, je dirais ses techniques de négociation, comment il va présenter le projet et son pitch, on va dire la qualité de son pitch. Alors l'idée aussi du restaurant, elle est top. Oui. Parce que tous les restaurants ferment un jour par semaine. Exactement. Et oui, mais alors ça aussi, est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne. Je peux te dire aussi qu'il y a des jeunes start-upers qui ont besoin des fois de laboratoires d'analyse, d'études de calibrage. Et ben, ils peuvent se retourner vers l'université, qui a des laboratoires d'analyse. Et des fois, l'université, elle ferme. Je veux dire, même dans la journée, ça ne marche pas. C'est pas du H24. Il y a des vacances. Et ben, ils peuvent se retourner vers les laboratoires d'université pour pouvoir faire un échange de bons procédés. On ne risque pas de le rire au nez? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Aujourd'hui, il faut dire, alhamdoulilah, au Maroc, mais même par ailleurs, on a cette fièvre de l'entrepreneuriat. Tout le monde s'engage, tout le monde veut contribuer, ne serait-ce que par une mise en relation ou une mise à disposition du matériel ou de local. Mais tout le monde met les mains à la poche, à savoir, il faut que juste que le porteur de projet ou la porteuse de projet soit convaincante, qu'on puisse voir un peu cet éclat dans les yeux et qu'elle soit passionnée par le projet, et ça marcherait. Super. Donc on y va encore. Ça, c'est super parce que j'imagine que ça donne pas mal d'idées aux porteurs de projets, jeunes ou moins jeunes. Et ça, c'est une compétence dans l'entrepreneur, de trouver vraiment, je ne vais pas dire la gratuité, mais trouver toujours une solution. Une solution. Ne pas être orienté que problématique, mais de chercher toujours la solution. Moi, je dis, il faut être comme l'eau. L'eau, vous le savez, les rivières, ça creuse. Ouais. Et ça ne stoppe pas, à moins que... Mais l'idée, c'est de creuser jusqu'à trouver une solution. Alors, bien sûr, aujourd'hui aussi, on voit qu'il y a pas mal de fonds qui sont offerts au Maroc à travers des incubateurs, à travers des ONG. Donc là aussi, on peut, candidater pour pouvoir être incubé, accompagné, formé, mais en bout de chaîne aussi, avoir des fonds qui sont des fonds perdus, ce qu'on appelle des fonds d'amorçage pour pouvoir un peu booster, qui peuvent aller jusqu'à 100 000 dirhams, des fois 200 000 dirhams, à travers des fonds aujourd'hui qu'on trouve publics ou des fonds qui viennent de partenaires de l'étranger. Mais ça aussi, c'est très, très utilisé aujourd'hui. L'information existe, elle est facile à trouver? Tout à fait, tout à fait. Alors, nous avons par exemple, le CRI. Le CRI, aujourd'hui, il y a quelques jours, il vient de partager sur les réseaux sociaux, partout, le mapping, la cartographie de l'écosystème entrepreneurial au Maroc. Et elle est vraiment magnifique. C'est vraiment beaucoup de couleurs, beaucoup de niveaux d'accompagnement. Ça va de l'idée à l'accompagnement, à la formation, à la partie déploiement, à la partie export, à la partie, ouverture de marché vers l'international, ce qu'on appelle le scale-up. Donc, on a un peu de tout. Il faut juste stocker, prendre le temps de chercher de l'information sur chaque acteur et voir dans quelle mesure il peut nous servir. Mais en tous les cas, l'offre, elle est là. Et aujourd'hui, elle est beaucoup plus complète. Elle va de l'idée de projet, ce qu'on appelle le ideation, jusqu'à la partie financement.
On a aussi des fonds qui sont publics. On a les fonds de la commune, on a des fonds de l'Initiative nationale de développement humain. Tout ça, il existe aussi. Et puis, bien sûr, nous avons aussi... J'ai parlé des compétitions, comme tu le vois, Yasmine, il y a beaucoup de compétitions d'ONG, mais aussi des entreprises dans leur RSE. Ils lancent des fonds et donc ils challengent un peu on fait des appels à des jeunes, on fait des compétitions. Et donc, du coup, on les challenge un peu sur des idées pour pouvoir un peu gagner un prix, soit un prix en numéraire, soit un prix en nature qui est sous forme d'un bon de commande de l'entreprise elle-même. Donc ça aussi, c'est très important. Absolument. Le crowdfunding, justement, est-ce qu'on a au Maroc cette culture, cette confiance de financer quelqu'un qu'on ne connaît pas? Ça commence un tout petit peu. Il y a pas mal de plateformes de crowdfunding qui marchaient un tout petit peu, mais qui attendaient un peu cette législation pour qu'elles puissent les supporter. Aujourd'hui, c'est le cas. D'ailleurs, même au niveau de quand on avait les 3 mois de confinement, il y avait des plateformes de crowdfunding qui ont bougé un peu. C'est pour récupérer de l'argent pour des associations. Tu le sais très bien, il y a eu des postes qui ont été, fermés. Il y a eu beaucoup de précarité durant cette période-là. Et donc, moi-même, j'y ai contribué. Et donc, ça m'a permis un peu de connaître ce principe de crowdfunding. Alors, on va y aller. Exactement. Donc, le crowdfunding est une solution qui permet un peu de financer, de récupérer de l'argent du particulier et de l'entreprise, mais public. Donc, moi, par exemple, je veux faire un projet, je n'ai pas d'argent, je vais lancer sur une plateforme crowdfunding, s'il vous plaît, j'ai besoin de 300 000 dirhams. Eh bien, Yasmine, peut-être les membres de l'équipe, ils peuvent miser à titre individuel. Une entreprise aussi, elle peut miser. Ça peut être sous forme de don, vous allez me donner de l'argent, ou bien sous forme de prêt, ou bien sous forme d'une précommande. Tu vas me dire, moi, je dis n'importe quoi, je vends ce mug, par exemple. Eh ben, j'ai besoin, pour faire ce produit-là, j'ai besoin de 300 000 dirhams pour la machine, pour l'impression, pour tout ça. Eh ben, je vais récupérer des commandes, des précommandes. Donc, c'est comme si tu allais payer ta commande en avance. Et par la suite, moi, je récupère l'argent, je fais ma prod et je te livre par la suite. Donc, c'est une manière de se libérer. Mais le don, ça, c'est... On a beaucoup de gens qui donnent des dons. On a beaucoup de gens et des entreprises aussi dans le cadre de leur RSE, mais aussi des personnes aujourd'hui qui veulent faire du give back. Ils veulent un peu donner à la communauté. Donc, si c'est à travers des formations, à travers du mentorat ou à travers des dons en argent. Tu vois qu'il y a beaucoup de formules. On n'a pas parlé de prêt bancaire jusqu'à maintenant. C'est ça, on n'a pas parlé de prêt bancaire, absolument. Et bien sûr, on a aussi ces formules qu'on a vues dernièrement qui émergent. C'est les business angels, qui sont des personnes qui investissent et qui prennent des participations chez les startups. On parle beaucoup plus ici des entreprises qui sont dans une voie d'innovation, donc de scale-up. Et donc là, il y a des business angels qui interviennent. On a aussi le capital risque. Aussi, c'est des entreprises, et c'est des fois des entreprises qui se réunissent pour former un fonds d'investissement pour intervenir et pour un peu booster des entreprises qui sont en pleine croissance. Donc, on a tout ça. Et on a bien sûr le crédit bancaire qui vient aujourd'hui aussi, qui est très flexible, qui est accessible. On a plusieurs agences qui couvrent tout le royaume. Et l'idée ici, dans le crédit bancaire, c'est que les gens doivent un peu réfléchir avant d'opter pour le crédit bancaire. Dans quel sens? Alors, on a plusieurs institutions financières. Nous avons des crédits pour différents besoins. On a le crédit, crédit logement, crédit projet, crédit éducation. On a plusieurs formules. Il faut voir l'accessibilité au crédit, le coût du crédit. Il faut voir même les services non financiers sont aujourd'hui très importants. Qu'est-ce qu'on appelle les services non financiers? Il y a des banques aujourd'hui qui, au-delà du crédit, elles offrent aussi de la prestation d'écoute, de mentorat, de la formation, de l'accompagnement, des discussions. Des fois, ils réunissent même des startups et des jeunes pour pouvoir un peu discuter avec eux. Comme ça, il y a un retour terrain pour pouvoir adapter leurs produits. Ça, c'est très important. Au-delà que de cet échange que financier, je veux que quelqu'un m'écoute, me donne des propositions. Je veux aller faire un marché X, Y. Et je veux bien me retourner vers mon banquier. Ça serait bien d'avoir des cellules, des business centers, sans citer les noms. Il y a des business centers qui s'intéressent à ces jeunes-là ou à ces porteurs de projets pour pouvoir un peu leur donner ce type d'accompagnement, de formation. Parce qu'au-delà de l'argent, je dois aussi avoir un suivi pour que cet argent soit investi dans sa ligne budgétaire, pour que je puisse un peu maîtriser mes risques, faire de la projection. Et tout ça, on ne l'a pas que à travers la première rencontre avec le banquier, même s'il me débloque mon crédit, l'accompagnement est beaucoup plus important que cette phase-là. Est-ce que finalement ces formules de financement qui changent, qui évoluent, elles évoluent aussi parce que les générations changent, parce que les individus changent? Avant, quand quelqu'un voulait monter un projet, c'était un emprunt chez la famille ou à la banque. Aujourd'hui, les jeunes, c'est différent. C'est une génération connectée, c'est une génération de communauté
sur les réseaux sociaux, d'où le crowdfunding. C'est aussi une génération qui a besoin d'écoute, d'où l'importance de ces centres, de ces business centers qui accompagnent les jeunes. Est-ce que finalement, tout l'état d'esprit de l'entrepreneuriat est en train de changer actuellement? Tout à fait, tout à fait. Il est en train de changer. N'oublions pas que nous sommes ouverts vers l'international. Donc, on est un peu aussi attiré par d'autres modèles. Aujourd'hui, un entrepreneur, il va te parler de 2-3 modèles de 2-3 pays différents. Donc, il fait un peu la part des choses, il analyse, il prend les best practices, il essaie de trouver une petite mixture à la marocaine et il est aujourd'hui aussi maître de sa décision. C'est lui qui part, en principe, c'est lui qui part vers l'institution pour demander ce qui lui convient. Tu sais, l'entrepreneuriat, finalement, c'est des caractères. Oui. Tu as beau le former, mais c'est des caractères. Il y en a qui vont aller vers l'institution financière en position basse, ça veut dire je suis dans la demande. Ouais. Il y en a qui partent en position haute. Il sait qu'est-ce qu'il veut, à quel prix. Il veut une liberté de mouvement et d'accessibilité à l'argent pour financer son projet. Nawal Bakri, merci infiniment pour tous ces précieux conseils. Donc voilà, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voir et revoir cet entretien dans son intégralité sur notre site mediantv.com. À très vite, au revoir.